Bien, nous allons reprendre en attendant les derniers retardataires, en attendant qu'ils s'installent. Donc, toujours dans cette même thématique de prendre soin de ceux qui nous soignent, on va vous proposer un autre aspect qui est celui de la formation. Alors, la formation initiale, bien sûr, mais aussi la formation continue. Et on l'a vu tout à l'heure dans les intervenants, l'importance de la formation continue, de se former tout au long de la vie. Alors cette question elle est essentielle pour les professionnels de santé, mais également pour les étudiants, pour ces futurs professionnels. La question est donc essentielle et nous allons la poser à nos invités. Alors je vous propose d'accueillir Madame Bettina Buat, chef du service formation sanitaire et sociale à la direction de la formation pour l'emploi du Conseil régional du Grand Est. Bonjour Madame Buat. Monsieur Rémi Chapiron, directeur des instituts de formation d'aide-soignants et en soins infirmiers du GHT 5 et GHT Cœur Grand Est, sur les sites de Bar-le-Duc, Verdun et Saint-Dizier. Merci de votre présence. Madame le doyen femme, doyen de la faculté de médecine de l'université Reims-Champagne-Ardenne. Madame femme, bonjour. Et monsieur Jean Gournet, délégué régional Grand Est de la NFH, l'Association nationale pour la formation permanente des professions du personnel hospitalier. Donc, nous avons 1 heure pour développer cet aspect formation. Et je passe le relais à Valérie pour les questions. Très bien, merci. Donc, afin de débuter cette table ronde, il nous semblait important d'avoir une vision qui soit globale sur les mesures d'accompagnement des étudiants en santé. Donc, je vais tout d'abord demander à Madame Buat, qui représente aujourd'hui le Conseil régional, quelles sont les mesures d'accompagnement que vous pouvez proposer aux étudiants, alors notamment les étudiants non médicaux. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Bonjour à tous. Voilà, ok, la technique. Bonjour à tous. Donc effectivement, je me présente, Bettina Buat, chef du service des formations sanitaires et sociales à la région Grand Est. Peut-être préciser le cadre général, c'est-à-dire que la région est en charge du pilotage des formations sanitaires et sociales pour son territoire. Et dans ce cadre-là, elle a plusieurs missions qu'on peut énumérer. Donc, c'est-à-dire que déjà, elle élabore un schéma des formations sanitaires et sociales. Et l'objectif de ce schéma, il est aussi bien de travailler l'offre de formation de façon quantitative, c'est-à-dire l'offre de formation qui peut être mise à disposition pour répondre aux besoins des professionnels. Mais ce schéma, il a aussi à vocation à mettre en synergie l'ensemble des partenaires, et notamment autour de cette table, puisque nous nous connaissons très bien pour travailler de façon étroite au quotidien. Et ce schéma, il a vocation à travailler sur tout ce qui va être l'offre de formation, les conditions d'accueil des étudiants, les aides aux apprenants qui peuvent être attribuées, et aussi de mettre en synergie les partenaires sur les mesures pédagogiques qui peuvent être mises en place par les instituts, par nos partenaires de l'université, par nos partenaires qui sont cofinanceurs, et tout ça, bien évidemment en lien avec l'ARS, puisque l'objectif premier, il est de répondre aux besoins aux professionnels sur notre territoire. La région Grand Est, elle participe aussi au financement des instituts, et de ce fait, ce financement des instituts, il va permettre de concourir à l'accueil des apprenants sur plusieurs aspects, puisque dans le cadre de ce financement, nous accompagnons les instituts de formation pour mettre en œuvre les projets qui peuvent être proposés et l'accompagnement qui est proposé aux apprenants. Et donc là, Monsieur Chapiron rentrera un peu plus dans le détail après. Et donc, notre rôle, il est de donner les moyens aux instituts de pouvoir mettre à disposition un accompagnement de l'ensemble des apprenants, qu'ils soient en formation initiale ou qu'ils soient en formation continue. Et ensuite, on accompagne aussi les instituts de formation sur les conditions d'accueil des apprenants, puisque on finance aussi les équipements pédagogiques. Donc l'objectif, il est d'être au plus près de la réalité et de l'évolution des métiers et des pratiques.
Et puis, ça passe aussi par toute une série de mesures quand on est sur l'individualisation des parcours et l'hybridation des formations, par exemple. Il y a tout simplement tout un enjeu technique et informatique qui va se poser. Et on va accompagner les instituts à avoir un réseau informatique qui permet d'utiliser les outils numériques qui sont ensuite proposés aux étudiants. Donc voilà, donc on a plusieurs rôles en fait. On a un rôle de pilotage et de mise en synergie de l'ensemble des partenaires pour que on puisse répondre au mieux aux apprenants. Et on accompagne aussi, dans le cadre du financement des instituts, toutes les dispositions qui peuvent être mises en œuvre et qui vont vous être présentées après par mes partenaires. Voilà un peu ce que je pouvais vous présenter comme sur le rôle de la région. Vous vouliez des compléments d'information ? Non, écoutez, je pense que c'est très bien. On pourra laisser un temps d'échange, bien évidemment, après pour les questions, et ça me semble important. Si vous en êtes d'accord, merci Madame Buat pour cette clarification, parce que c'est important, le rôle du Conseil régional, en effet, sur cette prise en charge, cet accompagnement financier, mais pas uniquement, on le voit, il y a aussi la promotion des différents dispositifs. Et justement, cela va pouvoir me permettre de donner la parole à Monsieur Chapiron, qui va nous exposer quels sont les dispositifs d'accompagnement en institut de formation en soins infirmiers, et pas seulement d'ailleurs, en IFAS également, d'autres instituts. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? On m'a dit de mettre le micro mode chanteur. Ça devrait marcher. Mais de ne pas chanter. Donc je suis Rémi Chapiron, effectivement je suis directeur des soins, directeur de tous les instituts du GHT Cœur Grand Est, qui regroupe à la fois IFSI-IFAS, mais nous avons aussi un dispositif de VAE hybride concernant les ASH qui prétendent à la promotion sur un diplôme aide-soignant. Et je suis également administrateur du GCS, des instituts de formation privés et publics de Lorraine. À ce titre-là, et c'est simplement en introduction, quand Bettina dit qu'effectivement il y a un conseil régional très proactif et qui accompagne dans les moyens, je crois que nous avons une chance énorme sur le Grand Est d'avoir des interlocuteurs, que ce soit l'ARS ou le conseil régional, hyper réactifs et hyper sensibles au pilotage des projets. Donc ça, c'est une chance qu'il ne faut surtout pas minimiser, on peut toujours mieux faire, c'est évident, mais en tous les cas, on a de quoi offrir des environnements de formation initiale. Madame Femme, vous parlerez tout à l'heure de l'université. Moi, je vais vous parler de l'expérimentation et de l'expérience locale, donc non transposable, c'est-à-dire que je ne viens pas ici en assénant des guides de bonne pratique, ça, il y en a d'autres qui savent mieux le faire que moi. Je vais vous parler de notre quotidien et en lien avec la thématique qui est prendre soin de ceux qui soignent. Et je peux vous dire que c'est une des positions que l'on défend dès la première heure du premier jour. On explique aux étudiants, aux élèves, que le choix du métier ne pourra se faire que s'ils prennent également soin d'eux-mêmes. Alors une fois qu'on a dit ça, on a ouvert des portes qui étaient déjà largement ouvertes, parce que c'est ce qu'on retrouve dans des écrits et tout. Très concrètement, comment que ça se passe chez nous ? Je crois que toute la question de la santé se porte pas dans le domaine de la prévention, mais bien de l'identification des situations de santé complexes. Alors, on a deux outils pour ça chez nous. C'est la singularité du parcours de l'étudiant. Chaque étudiant, chaque élève, quand il arrive chez nous, se voit attribuer ce qu'on appelle un référent pédagogique, un formateur, un professionnel de santé, qui va l'accompagner dans son parcours. Alors certes, notre cœur de métier, c'est, on va dire, la pédagogie, c'est les enseignements, c'est la transmission de connaissances pour pouvoir développer des compétences. Mais pas que. On commence de plus en plus à se rendre compte que pour que l'acquisition des connaissances et des compétences puisse être effectivement opérante, il y a plein d'éléments périphériques qui doivent être pris en compte. Et c'est ce que j'appelle, moi, la santé des étudiants et des élèves. Il est clair que si vous avez un étudiant qui échoue sur une thématique comme la cancérologie, une fois, deux fois,
3 fois. Et qu'on oublie simplement que dans le cadre d'un échange singulier, il a pu nous dire qu'il a accompagné un de ses parents dans un événement de fin de vie lié au cancer. Je me dis, zut, on a raté quelque chose. Et donc, c'est bien l'identification des éléments de santé qu'il nous appartient de pouvoir identifier. Donc, accompagnement pédagogique, singularité des parcours, et ce n'est pas que de la théorie, c'est ancré dans nos projets pédagogiques, c'est complètement en cohérence avec les valeurs qui sont des valeurs soignantes et qui s'appliquent certes aux futurs patients que nous prendrons en charge, mais pour nous, professionnels de la formation, c'est une des préoccupations que nous devons porter auprès de l'ensemble des personnes que nous accompagnons. Ça, c'est le premier point, donc l'accompagnement singulier. Un autre élément qui est aussi une des particularités des instituts de formation en lien avec les formations initiales, c'est la proximité. Voilà, c'est la proximité, c'est le fait de rendre des cours obligatoires. C'est pas pour embêter les gens, c'est effectivement pour pouvoir créer un collectif. Moi, dès la première heure du premier jour, je dis que le meilleur laboratoire d'expérimentation du travail ensemble, c'est le collectif des apprenants. Demain, ça va être l'équipe soignante de laquelle ils feront partie. Et je crois que c'est de la responsabilité de tout un chacun de se soucier aussi de l'état de santé de son collègue, de son voisin. Et c'est ce que nous essayons d'inculquer. Dans une société qui est en profonde mutation, je peux vous dire que depuis 3 ans, je n'ai jamais été autant confronté à des situations de maltraitance, de harcèlement. Harcèlement par les réseaux sociaux, par des attitudes, par des comportements. Et je crois que là aussi, si on veut être au cœur de notre mission, nous ne devons surtout pas mettre ça sous le tapis. Donc, on a identifié, c'est génial, c'est ce qu'on fait au quotidien. Au quotidien, dans mon bureau, j'ai alors la boîte à mouchoirs, parce que ça pleure. Alors, je parle de la problématique de santé physique, mais aussi mentale. Alors, le physique, aujourd'hui, on a une grosse problématique, surtout dans la ruralité, c'est l'accès aux soins. Nos étudiants qui viennent via Parcoursup, des DOM, du sud-est, du sud-ouest, ou même de la région à côté, ne trouveront jamais de médecin. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de médecin, une consultation au pied levé, c'est hyper compliqué. On a identifié des zones de fragilité liées à la santé, mentale et physique. Là où on est en souffrance, c'est qu'est-ce qu'on fait après dans les filières de soins. Et nous, on souffre d'un défaut d'identification de filières. Vers quel spécialiste pouvons-nous orienter rapidement? Vers quel psychiatre? Je veux dire, moi, quand je téléphone à un psychiatre et qu'on me dit il y aura peut-être un rendez-vous dans 8 mois, j'ai un problème. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on vient tous généralement de nos établissements support. Donc, on fait ce que vous faites pour une grande majeure partie d'entre vous, on fait fonctionner nos réseaux. J'ai mon téléphone. Chaque fois, je garde des numéros de téléphone en disant si j'ai un problème, j'appelle. Donc, voilà, on est un petit peu dans des dispositions qu'on adapte à la petite semaine. Je crois que nos étudiants, nos élèves auraient besoin de pouvoir avoir très clairement des filières de soins identifiées et réactives pour pouvoir travailler avec nous à cet environnement indispensable à la réussite de leur formation. Un étudiant pour lequel on s'assied sur ses problèmes de santé, on va dans l'échec. Voilà. Ce que je voulais vous dire un petit peu en retour d'expérience. S'il y a des questions, je ne sais pas si je suis dans le sujet. Mais Tout à fait, c'est tout à fait le sujet. Donc vous avez donc évoqué le fait de repérer donc les fragilités aussi, les étudiants qui pourraient présenter aussi des difficultés, soit personnelles, soit professionnelles. Alors c'est vrai que c'est une spécificité aussi des formations non médicales, cet accompagnement personnalisé qui est vraiment important de proposer, puisque alors la construction d'identité professionnelle se fait au cours des études, mais il faut pouvoir aussi donc proposer des solutions à ces étudiants qui peuvent rencontrer des problèmes.
Tout à fait. Alors en Lorraine, on travaille beaucoup avec le CROUS. Il y a un dispositif notamment d'accompagnement psychologique par téléphone. Donc j'ai la petite pile des flyers dans mon bureau parce que toute l'autre question, c'est effectivement de garantir la confidentialité. Donc quand on est détenteur d'informations, il est très clair que ça ne sort pas du périmètre du bureau. Et ça, c'est contractualisé, c'est très clairement dit, y compris vis-à-vis des formateurs. Donc, je me fais souvent reprocher le fait de « vous nous l'avez pas dit ». Excusez-moi, je vais pas tout vous dire. En tous les cas, dans ce sens-là. Dans l'autre sens, c'est un petit peu plus compliqué. Je veux dire, une formatrice avait accompagné une étudiante qui était en souffrance psychologique et elle a dû l'accompagner jusqu'à la tentative de suicide avec toute la culpabilité qu'elle a générée parce qu'elle n'avait pas informé son entourage en amont. Je parle de la professionnelle. Ça, c'est aussi notre obligation, certes, d'être attentif à la situation des étudiants, mais aussi de ses équipes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chapiron. Donc, effectivement, il y a aussi, puisque ce colloque est co-organisé donc par l'association SPS et l'ARS, cette application aussi SPS qui propose une aide psychologique aussi et que l'on avait aussi relayée notamment pendant la période de Covid. Voilà, donc je vais donner à présent la parole à Madame le doyen femme, puisqu'il nous semblait important d'avoir aussi toute la partie des étudiants médicaux, donc qui sont aussi soumis parfois à rude épreuve dans leur apprentissage. Merci Madame Femme. Merci Madame Nurdin, Mesdames, Messieurs. Les métiers du soin font partie des plus beaux métiers du monde, on l'a dit depuis tout à l'heure. Ce que l'on oublie aussi peut-être de préciser, c'est que ce sont des études qui sont longues, qui sont exigeantes, où il faut apprendre un mot, la résilience. Les études de médecine, il faut compter entre 10 et 12 ans. Pour devenir pharmacien, il faut entre 6 et 8 ans. Pour devenir dentiste, il faut entre 6 et 9 ans. Et pour être sage-femme, maintenant, il va falloir 6 ans. Et prendre soin de nos étudiants, pourquoi? Parce qu'ils le valent bien. Et puis surtout parce que ce sont nos futurs professionnels de santé. J'ai entendu beaucoup de choses depuis ce matin et je vais me permettre en même temps de répondre peut-être à certaines remarques. Donc, je voudrais déjà dire 2 choses essentielles pour nos étudiants en santé. La première, c'est que sur le nombre d'années qu'ils vont vivre en tant qu'étudiants, ils vont nécessairement subir des réformes. Je pense que vous avez fait partie de ceux qui ont connu, qui connaissent des étudiants qui veulent entrer en études de santé. La réforme de l'accès aux études de santé a été difficile à expliquer à nos étudiants, à leurs parents, aux responsables d'orientation, fait pendant la pandémie Covid, ce qui n'a pas aidé à la mise en place. Et nous avons, alors qu'ils ne sont même pas encore entrés en études de santé déjà, un niveau de stress, parce qu'ils savent bien sûr qu'il n'y a pas de concours, mais il y a quand même un numerus apertus, c'est-à-dire exactement la même chose. Ils n'ont pas nécessairement le niveau d'explication qu'ils attendent. Et c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Et je crois qu'au niveau des ministères, au niveau de tous les organismes, il faut de la communication. Il faut aller dans les lycées pour expliquer pourquoi entrer en études de santé et pourquoi ça sera long pour espérer les garder. Une fois qu'on entre en études de santé, par exemple en médecine, on a parlé tout à l'heure de l'arrêt des études de médecine en 4e, 5e ou 6e année. Non, ce n'est pas acceptable. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que malheureusement parfois ils abandonnent alors qu'ils ont réussi à entrer en études de médecine ? Eh bien là encore, il y a deux écueils majeurs. Le premier peut-être, c'est l'image sociale, l'image sociétale que l'on a de la médecine, qui n'est pas nécessairement celle que nos étudiants découvrent lorsqu'ils sont en stage hospitalier. Et ils découvrent
par exemple, la violence intraconjugale lorsqu'ils sont aux urgences. Ils découvrent le harcèlement. Ils découvrent qu'ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes et non accompagnés par des personnes qui sont elles-mêmes en difficulté. Et elles découvrent aussi, ces personnes, un niveau de responsabilité qu'elles n'avaient pas imaginé. Et puis la deuxième chose, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la 6e année, tous nos étudiants doivent être classés pour avoir leur futur métier, leur future spécialité. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on a rêvé d'être chirurgien digestif qu'on le sera. Il faut avoir passé l'examen classant national et les résultats de l'examen de cette année est tombé hier. Et je pense qu'il y a encore malheureusement beaucoup de déçus. Or, cet examen se prépare. Il se prépare alors que nos étudiants sont en stage, alors que les équipes demandent à ce qu'ils soient présents en stage et eux, ils n'ont qu'une envie, c'est rentrer chez eux, travailler parce qu'ils savent qu'ils vont avoir ce fameux examen derrière. Or, et là je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, lorsqu'on sait qu'il y a malheureusement un dévoiement des tâches, un transfert de tâches, et que par exemple, par manque d'infirmiers, les tensions artérielles ne sont pas prises par le personnel infirmier, mais qu'on demande aux externes de le faire, qu'ils viennent au lieu de suivre une visite justement pour prendre les tensions artérielles, lorsque les secrétaires ne sont pas en nombre suffisant et qu'il faut qu'ils scannent des documents pour se retrouver dans les dossiers des patients et qu'à côté de ça, ils regardent la montre pour pouvoir rentrer chez eux, ça ne peut qu'induire un stress important. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête et ça, nous en sommes tous responsables dans l'organisation du travail, le travail hospitalier, mais aussi le travail parfois en secteur libéral. Parce que nous n'avons pas conscience que nos étudiants ont l'équivalent d'un concours à passer en 6e année. Et puis la dernière chose, c'est qu'une fois qu'ils sont internes, eh bien, ils ont choisi leur spécialité, parfois par défaut. Et là, moi, je reçois des courriers, enfin, tous les doyens reçoivent des courriers en disant « Mon rêve était de… » Là, j'ai reçu hier « Orthopédiste, je suis pédiatre, je suis malheureux, que puis-je faire ?» Oui, ils ont besoin d'être accompagnés au quotidien, ils ont besoin que l'on soit à côté d'eux. Alors, à plusieurs niveaux. Déjà, dans leur parcours en tant qu'étudiants, parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont des problèmes financiers, et moi je le dis pour que tout le monde l'entende, les étudiants en médecine ne sont pas nantis, ils ont des problèmes comme tout le monde, et quand on voit des résultats qui ne sont pas à la hauteur de nos espérances, une fois, 2 fois qu'ils redoublent et qu'on les a en entretien, on s'aperçoit qu'ils travaillent. Ils ont un travail parfois la nuit, parfois pendant les week-ends, parce qu'ils n'ont pas là les apports financiers qui leur permettraient d'être à l'abri du besoin et de pouvoir passer leurs examens correctement. Donc nous sommes là aussi pour les accompagner sur le plan financier. Et puis une chose, c'est que vous avez dit, vous l'avez souligné, nous avons la chance d'être des soignants et la malchance d'être des soignants. Pourquoi ? Parce que nos étudiants, lorsqu'ils sont en difficulté, ils ont besoin d'une aide qu'on va leur apporter à plusieurs niveaux. On a une multiplicité de dispositifs. On a déjà le dispositif de la faculté de médecine, le dispositif de l'université, le dispositif du CHU, on a les dispositifs extérieurs. Pourquoi est-ce qu'il y en a besoin d'autant ? Parce qu'ils ont besoin d'anonymat. Ils ont besoin que la personne peut-être qui va les former, la personne qui va peut-être travailler avec eux, ne soit pas au courant qu'ils ont des problèmes qu'ils ne veulent pas avouer. Parce que nos étudiants sont très pudiques. Donc on a à la fois cette multiplicité de dispositifs, mais cette difficulté de leur devoir l'anonymat pour qu'ils soient bien pris en charge. Et ça, il faut absolument qu'on sache le dire et leur faire savoir. Et ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne fait rien, mais il faut aussi leur donner la possibilité de choisir le dispositif d'aide qui va leur convenir. Et puis vous l'avez dit, prendre soin de ceux qui nous soignent, c'est vraiment essayer de promouvoir la santé personnelle.
Nous avons mis en place l'année dernière à Reims, avec la Caisse primaire d'assurance maladie, une journée pour la prévention santé, pour leur dire qu'en tant qu'étudiants, il y avait la gratuité de dépistage là sur pas mal d'examens, d'avoir des possibilités de consultation qu'ils ne connaissaient pas parce que nos étudiants sont des bébés. Ils ont été pris en charge par leurs parents, ils sont peut-être soignants, mais ils ne savent absolument pas ce qu'il y a à disposition et pourquoi il faudrait qu'ils prennent en charge leur propre santé personnelle. Et ils vont devenir médecins. Et c'est une bonne chose qu'en termes de certification périodique, pour nos médecins, soit inscrit maintenant comme axe de formation eh bien, la prise en charge de la santé personnelle des médecins. Merci beaucoup Madame le doyen. Donc on le voit, et ça a été déjà évoqué aussi ce matin, que les soignants, et y compris les étudiants, ont du mal aussi à faire part de leurs difficultés psychologiques ou physiques, et ont du mal aussi à demander de l'aide. C'est aussi ça que vous évoquez. Et on voit l'importance de clarification des pistes en fait de solutions, des dispositifs existants, que ce soit par les services de santé au travail, que ce soit par d'autres dispositifs. Et l'important, c'est de pouvoir proposer des solutions à ces étudiants afin de garantir leur anonymat. C'est bien ça dont il est question. Très bien. Donc, alors là, vous l'avez vu, on était sur le champ de la formation initiale. Mais la formation initiale va se continuer lors de l'expérience professionnelle par la formation continue. Et nous avons la chance aussi dans les métiers du soin de pouvoir bénéficier de formations continues importantes. Et ça, c'est vraiment un atout majeur. Et pour évoquer cet aspect de la formation continue, je vais donner la parole à monsieur Jean Gournay, qui est donc délégué régional de la NFH Grand Est. Merci Madame Nurdin. Merci pour cette invitation. Je voulais déjà représenter la NFH, parce que souvent elle est pas forcément connue. Hein, et la NFH, tout à l'heure, voilà, c'est l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. Elle va fêter l'année prochaine ses 50 ans. Voilà, c'est 50 ans. C'est une structure, c'est une association paritaire qui a été créée par les directions d'établissement et les organisations syndicales. Ce qui est important, c'est qu'au quotidien, il y a des équipes en proximité qui sont vraiment... Donc on gère les fonds de la formation pour l'ensemble des hôpitaux en France. Si je prends pour le Grand Est, c'est 200 établissements, c'est 100 000 professionnels qui sont accompagnés en lien avec les établissements. Donc c'est la NFH et vos directions des ressources humaines qui travaillent au quotidien pour accompagner les agents dans leur évolution de carrière, dans leur évolution professionnelle et créer une dynamique dans la politique de formation. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans la fonction publique hospitalière parce qu'il n'y a pas cet autre outil ailleurs. Hein, et sachant qu'on consacre aussi, ça c'est important, 2,9% de la masse salariale des établissements à la formation des professionnels. Parce que quand on est professionnel de santé, tout au long de sa carrière, on devra se former via la formation continue, mais on pourra aussi évoluer. Donc je voulais mettre l'accent sur deux dispositifs, parce qu'on m'a dit quel dispositif on peut présenter. Et ce qui est important, et ça on l'oublie, et dans votre parcours professionnel, vous avez, et quand vous rentrez à l'hôpital, vous pourrez entrer par la petite porte, hein, comme agent de service hospitalier. Moi j'étais DRH pendant une dizaine d'années, et j'avais des professionnels qui rentraient sans diplôme, et qui ont pu, grâce à la formation professionnelle, hein, la formation continue, et qui n'avaient pas eu la chance de faire un diplôme d'état d'infirmier, par les études promotionnelles, un dispositif études promotionnelles, de faire carrière. Donc ils ont passé un diplôme d'aide-soignant, après ils deviennent infirmiers ou infirmiers spécialisés. Et ça, c'est très important dans la période actuelle qu'on traverse, où on a une forte tension au niveau des métiers du soin. Hein, et les études promotionnelles qu'on défend au niveau régional et national, il y a un fort soutien au niveau des études promotionnelles. Il faut savoir qu'au niveau national, c'est important, je vais vous donner quand même les chiffres, au niveau national, c'est plus de 22 000 professionnels qui sont en études promotionnelles financés sur les plans de formation et les fonds mutualisés de la NFH. Et en région Grand Est,
c'est plus de 2200 professionnels qui sont en cours de formation sur tous les diplômes, infirmiers, infirmiers spécialisés, aides-soignants, manip radio, infirmiers en pratique avancée, sur la filière éducative, la filière de rééducation. Donc vous voyez, c'est plus de 2200 professionnels qui sont en cours de formation. Donc quand vous rentrez à l'hôpital, vous pourrez évoluer tout au long de votre carrière et vous pouvez aussi vous orienter. Vous rentrez comme aide-soignant, je deviens infirmier, cadre de santé, et aller aussi, il y a des directeurs de soins, voilà, il y en a même qui deviennent directeurs. Vous voyez, ça arrive aussi. Hein. On passe de la filière, où on a des soignants aussi qui viennent vers la filière. On a des dispositifs, parce qu'on a un fonds un peu dédié qui s'appelle changement de filière, agents sans poste. Ça veut dire que c'est des agents dans leur établissement qui ne sont pas prioritaires pour les politiques études promotionnelles, mais qui veulent évoluer, qui ont réussi un concours, notamment un diplôme par exemple d'État. Je me souviens d'une assistante sociale qui avait eu son concours d'entrée, mais dans son EHPAD, il n'y avait pas de poste d'assistante sociale. Donc elle a fait une demande de financement auprès de la NFH via son établissement, et elle a eu un financement. La même chose, en début de semaine, on avait un dossier de secrétaire médical qui sont reçus au concours d'infirmier. Et via les fonds mutualisés de la NFH, elle a un financement qui lui permettra de rentrer à l'école d'infirmière et de réaliser sa formation. Sachant que la NFH, elle finance les coûts pédagogiques, les salaires et les frais de déplacement pendant toute la période de formation. Donc pour la plupart des agents hospitaliers, c'est plutôt l'employeur qui va apparaître, mais c'est bien les plans de formation et les fonds mutualisés de la NFH qui sont mutualisés au niveau national. Donc ce qui est important aussi, le principe de la NFH, c'est la mutualisation des fonds. C'est-à-dire que l'offre de service ou le dispositif d'études promotionnelles, il est le même, quelle que soit la taille de la structure. Que vous travaillez au CHU de Nancy ou dans un EHPAD au fin fond des Vosges, vous avez la possibilité de bénéficier d'un financement études promotionnelles. Et on voit sur la région, parce que souvent la RS, elle me demande les chiffres, on a combien les chiffres, c'est toujours les chiffres. Voilà, et ce financement, ne vous inquiétez pas, on utilise bien les moyens qui sont mis à disposition de la NFH, surtout ils sont gérés au niveau paritaire. Vous voyez, en 2022, c'est 900 dossiers d'études promotionnelles financés, hein, et c'est plus 7%. Donc voilà, et ça c'est sur le Grand Est, et savoir que le Grand Est c'est quand même la 4e région de France au niveau des régions NFH, et on peut, grâce aussi à la dynamique régionale et de l'ensemble des administrateurs que je remercie aujourd'hui, mais qui sont des acteurs hospitaliers, hein, qui sont vos pairs dans les établissements, on réussit à avoir des financements aussi au niveau national par rapport aux tensions dans nos métiers, et d'accompagner le maximum de professionnels dans leur évolution de carrière. Et on a vu un certain nombre d'intervenants, je suis sûr qu'ils ont pu bénéficier de financement dans le cadre de la formation professionnelle. Donc ça, c'est un dispositif mais qui est vraiment un vrai plus et un facteur d'attractivité. Alors, je n'ai pas à faire la promotion de la fonction publique, mais vous allez dans le privé, c'est pas évident, hein, que la clinique va financer votre diplôme d'infirmier spécialisé. Hein. Voilà, vous êtes infirmier, vous devez devenir IAD ou IBOD, à l'hôpital public, on va vous financer votre formation. Et ce qui se passe aussi dans certains établissements, je ne vais pas citer l'établissement, mais sur un territoire plus rural, il y a des jeunes diplômés, et on en a parlé dans la réunion préparée, il y a des jeunes diplômés qui sortent d'école d'infirmière, et aujourd'hui, c'est normal, les nouvelles générations, ils sont ambitieux, ils veulent évoluer, et on peut maintenant accéder au diplôme d'infirmier spécialisé dès la sortie d'école. Et pour fidéliser les professionnels, on a aussi des recrutements dès la sortie de l'IFSI, avec un départ via le dispositif études promotionnelles pour une spécialisation IAD-IBOD. Parce qu'on a des grosses pénuries en matière d'infirmiers spécialisés, et grâce au fonds de la formation, on peut accompagner aussi les projets individuels de jeunes professionnels qui vont rejoindre nos établissements, et qui après, sur les crédits de la formation continue, vont pouvoir avoir un parcours de spécialisation, être infirmier spécialisé, IPA, ou aller, c'est la même chose pour la rééducation. Hein, voilà, sur tous les métiers autour des soins. Vous savez, les études promotionnelles, c'est 30 métiers qui sont arrêtés par le ministère, c'est un arrêté ministériel. Mais la NFH, elle ne finance pas que ça. Elle finance aussi toutes les professionnalisations et les certifications pour les filières hors soins. L'idée aussi, c'est la montée en qualification de l'ensemble des professionnels. Vous savez que l'hôpital, c'est plus de 150 métiers. Hein, donc on a besoin d'accompagner les professionnels. Alors c'est vrai, là on parlait de prendre soin de ceux qui nous soignent. Alors moi je suis entouré de soignants dans ma famille, hein, j'ai été DRH d'établissement. J'ai une épouse qui est sage-femme, et je sais la difficulté du travail de nuit, des gardes, voilà, du quotidien de vivre avec une soignante. Et j'ai un jeune fils qui a eu la chance, pendant la réforme, de rentrer à la faculté de médecine de Reims, et qui va rentrer en 4e année. Et je sais le parcours d'un jeune étudiant en médecine, et c'est difficile. Mais il est passionné, il a envie de prendre soin des autres, et il ne faut pas qu'il oublie de prendre soin de lui. Donc voilà. Et ce qui est important aussi,
on parle d'accompagner les professionnels tout au long de la carrière. Il y a un dispositif, alors qui est connu peut-être des opinions, mais pas assez, c'est le congé de formation professionnelle. Quand vous êtes agent de la fonction publique hospitalière, alors il y a une petite condition d'ancienneté, il faut avoir 3 ans d'ancienneté. Même si les lignes bougent, vous pouvez bénéficier d'un congé de formation professionnelle donc vous allez, dans votre carrière, vous voulez faire une reconversion ou acquérir des compétences nouvelles, mais qui ne sont pas forcément dans le champ de votre activité. Et là c'est une démarche individuelle, vous n'êtes pas obligé de passer par votre employeur direct. Votre employeur, il va juste vous demander, vous allez demander une autorisation d'absence, et vous pourrez déposer un dossier auprès de la délégation territoriale de la NFH de votre territoire, qui vous permettra d'avoir un projet hôte de reconversion ou d'évolution dans votre carrière. Avec aussi dans les délégations, on a des conseillers en évolution professionnelle, des conseillers en dispositif qui accompagnent les agents sur leur parcours d'évolution professionnelle. J'ai pris des petits exemples, parce que voilà, on a beaucoup d'infirmiers, d'aides-soignants, et de reconversion, et on parle aussi quelquefois de mobilité interfonction publique, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On a beaucoup d'infirmiers ou de soignants qui vont vers les métiers de professeurs des écoles, qu'on accompagne, ou vers la petite enfance. Professeurs des écoles, voilà, il y en a beaucoup. Alors je disais, il y a pénurie de soignants, mais en même temps, j'ai fait ma carrière pendant 10 ans, 20 ans, j'ai peut-être envie de faire autre chose. Ils vont professeurs des écoles. On a aussi beaucoup qui vont vers des titres de secrétaire assistante médico-sociale, sur du secrétariat. Et même dans nos établissements, si je suis soignant, je suis aide-soignant, j'étais auprès des patients, là je deviens secrétaire médical, mais je reste quand même en appui du service. Et il y a des postes. Un autre métier, il y a le nouveau CQP, vous en avez beaucoup parlé, et il faudra qu'on en reparle aussi avec l'ARS, des assistantes médicales. Là, on vient de valider, c'était mardi, en commission de CFP, le financement d'une demande de CQP, assistante médicale pour une aide-soignante d'un établissement de la région, qui dit, voilà, moi je suis aide-soignante, mais voilà, j'ai des restrictions médicales, je ne peux plus exercer mon métier d'aide-soignante. Et donc, elle se positionne sur le CQP, donc le certificat de qualification professionnelle d'assistante médicale, vous savez, qui vont venir dans les cabinets en appui des médecins pour dégager du temps médical. Et elle aura toujours un rôle au niveau du soin, plus cette partie administrative. Un autre exemple, et qui est intéressant, et on parlait des carrières médicales, je suis soignant, je suis infirmier, je suis sage-femme, je suis kiné, mais je n'ai pas pu en fait aller jusqu'au bout de mes études médicales. Et on a de plus en plus, parce que moi j'ai la casquette régionale, on a de plus en plus de professionnels, alors on parlait avec l'ARS des passerelles, alors elle peut arriver à différents niveaux, mais je pense qu'on a à travailler là-dessus. On a beaucoup de professionnels paramédicaux qui, via le dispositif CFP, rentrent dans les études médicales. Et nous, on cofinance sur quelques années, parce que c'est un dispositif, on ne va pas financer, on peut financer pendant 2 ou 3 ans maximum. Le rentrer en deuxième, je suis infirmière, je peux rentrer déjà en 2e année, donc on va financer la 2e, la 3e année, ou si je suis sage-femme, je vais rentrer en 3e année, selon les modalités de passerelle. Et on a de plus en plus de professionnels paramédicaux qui vont aussi vers les filières médicales, ou des infirmiers qui vont faire l'école de kiné. Et je pense que c'est important qu'on puisse aussi favoriser l'évolution professionnelle et dire que voilà, mon métier, c'est vrai, je suis soignant, mais je pourrais peut-être, tout au long de ma carrière, je vais exercer peut-être de différentes manières ou sur différents modes d'exercice. On en a peu parlé. Hein, j'entendais qu'il y avait une psychologue là qui était en même temps salariée et libérale. Je pense aussi à la mixité des exercices. On parlait toujours de... c'est important aussi pour permettre à l'ensemble des professionnels de tout au long de la période, avec la formation professionnelle, tout au long de la carrière, d'évoluer. Et on a besoin de l'ensemble des professionnels et bien sûr qui prennent soin d'eux. Et nous, on essaie, avec la formation continue, avec l'ensemble des partenaires, la région, l'ARS, l'ensemble des instituts de formation. Et puis, on gère aussi la formation médicale au niveau de la NFH, parce que aussi les médecins, c'est important. Et c'est vrai que les partenariats, il faut qu'on développe les partenariats avec facultés de médecine pour travailler aussi sur le volet formation continue. On parlait tout à l'heure de management. Alors, en fait, c'était les parcours managers au niveau de la NFH, plus à destination des médecins. Donc, on a une offre nationale sur le parcours managérial, parce qu'on voit bien que les médecins, c'est des managers, ils managent des équipes, et c'est important, notamment avec l'ARS, on a mis en place un projet sur les managers au niveau des services des urgences, un management des praticiens urgentistes, où c'était un sujet important, mais il ne faut pas oublier le management aussi au quotidien de l'ensemble des équipes, des cadres de santé, mais aussi des non-cadres. Parce que dans les établissements, vous avez aussi beaucoup de professionnels qui sont en positionnement d'encadrement d'équipe, sans forcément avoir été formés, sans forcément lien hiérarchique. Et il y a tous les métiers de la coordination ou de la gestion de projet
où il y a une forme d'encadrement, où on est sur des organisations beaucoup plus transversales. Voilà. Donc, via la formation continue, via la NFH, on peut vous accompagner au quotidien. Alors, la condition, c'est être fonction publique hospitalière, mais on travaille aussi en lien. Voilà, le milieu de la santé, c'est pas un milieu cloisonné. On travaille en lien aussi avec les autres opérateurs pour vous accompagner au quotidien dans vos parcours professionnels via vos employeurs et vos directeurs des ressources humaines et les responsables et chargés de formation de vos établissements. Donc, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers vous. Et je voulais remercier l'ARS et SPS pour cette journée très intéressante. Et on espère qu'il y en aura encore de nombreuses au niveau régional et déclinées aussi sur les territoires, parce que c'est important. La région Grand Est, c'est une grande région. Il faut aussi aller en proximité sur les territoires pour prendre soin de nos professionnels. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Gournay. Alors, on l'a évoqué, hein, la question, en effet, de pouvoir donner une perspective aux étudiants, aux professionnels. Ça contribue aussi au bien-être général des soignants. Donc ça, c'est vraiment un aspect aussi important. Et en tout cas, on vous remercie pour tous ces différents avis et vos retours. Et on voudrait échanger avec les participants. Donc, si vous avez des questions à poser. Merci. Je m'appelle Léa, je suis étudiante infirmière en première année. Et donc, je voulais partager un peu mon expérience par rapport à la santé des étudiants et à l'accompagnement pédagogique des étudiants. Donc, à l'IFSI du CHR Metz-Thionville, les formateurs et formatrices ont mis en place des ateliers de bien-être pour prévenir les risques psychosociaux. Donc, ça peut être de l'hypnose médicale, de la méditation, des ateliers théâtre en collectif, des choses comme ça qui permettent de manière anonyme et ce sont des absences qui ne sont pas décomptées. Donc en fait, on peut y aller librement à condition de s'inscrire. Et donc j'ai pu bénéficier de cet atelier-là et j'ai trouvé ça très bien et ça mériterait d'être généralisé en fait dans tous les instituts de formation. Et ensuite, par rapport à l'accompagnement pédagogique des étudiants, je trouve que on doit dire un grand bravo aux formateurs et formatrices qui, tous les jours, accompagnent les étudiants et les étudiantes dans leur scolarité. Et ils font un travail formidable et qui mérite d'être remarqué. Maintenant, je me pose la question de faire des promotions de 200 étudiants. Comment est-ce qu'on peut avoir un esprit collectif à 200 personnes? Comment est-ce que les formateurs et formatrices peuvent accompagner de manière personnalisée des étudiants qui ont parfois 30 étudiants par formateur? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit personnalisé et qu'il y ait un vrai suivi? Qui souhaite répondre? Monsieur Chapiron, peut-être? On est sur du très pratique. Je crois que ça nécessite déjà de très clairement identifier notre mission et pour qui sommes-nous là. Moi, je suis très clair. Dans les promotions, il y a des étudiants qui sont brillants, qui vont traverser leur formation, qui font du bien narcissiquement, c'est génial, des résultats, il n'y a pas d'échec et tout. Et je suis en permanence à rappeler que si nous sommes là, nous sommes prioritairement là pour ceux qui sont en difficulté. Ils sont rentrés, notre challenge, c'est de les accompagner vers la réussite, sans aucune complaisance, parce que le métier a des exigences auxquelles il faut répondre. Alors, vous parliez du dimensionnement des promotions à 200, c'était la discussion qu'on avait eue autour de l'université. Alors, moi, j'ai des promotions, en première année, on est à 120. Donc, le dimensionnement des équipes pédagogiques au regard des ratios ne sont pas tout à fait les mêmes. Je veux dire, quand on a 200, il y en a un peu plus. J'ai fait un rapide sondage. Nos formateurs, on est à peu près en fonction des circonstances. Parce qu'un formateur absent, un qui est à l'école des cadres pas remplacé, on va être entre 20 et 25 étudiants. Il y a des incontournables, des invariants, c'est ce qu'on appelle les suivis pédagogiques individuels. Il y en a 3 par an, c'est-à-dire que ça, c'est le contrat qu'on passe. Tous les étudiants ont droit à 3 rencontres centrées sur l'évolution pédagogique. Et après, il y a la politique de la porte ouverte. Et la première des portes qui est ouverte, c'est la mienne. Quand je suis là, la porte ouverte, n'importe qui peut me voir.
Et après, on coordonne. Coordination dans l'équipe pédagogique. Il faut qu'on se parle. Il est hors de question. Alors déjà, on n'est pas dans la logique de la thérapie. Hein. Je veux dire, il y a des choses qu'il faut garantir, mais il faut aussi être le relais. Il faut être dans un réseau. Il faut savoir passer la main, identifier, mais surtout pas avoir la prétention de pouvoir accompagner dans le soin. Ça, c'est le boulot des autres. Donc, il faut aussi qu'il y ait cette clarification-là. L'expérimentation, je disais l'équipe. C'est sûr qu'à 120, faut oser, quoi. Alors, on a beaucoup de petits groupes où on va être entre 15 et 20. Et après, il y a ce qui peut se passer. Vous voyez, là, on est dans une promotion, il y a du monde dans la salle. C'est aussi comment les uns acceptent d'écouter les autres. Comment on est respectueux des espaces. Si tout d'un coup, j'ai plus la capacité d'écouter et d'être... Je veux dire, j'ai la liberté de me lever et de sortir. Donc, ça fait partie aussi des règles du travailler ensemble. Donc, voilà. C'est la réponse. Il y aura toujours des biais, il y aura toujours... On peut toujours mieux faire. Et je rejoins ce que vous disiez. Alors, l'expérimentation des journées bien-être, je me suis dit, j'aurais pu rentrer dans la problématique par ce biais-là, mais je me suis dit, on le fait. Le problème, c'est que ça peut aussi être une vitrine, c'est-à-dire quelque chose, un one-shot, une fois dans la formation, allez, on se fait notre petite journée bien-être, c'est bien, mais les 100% d'étudiants de votre promotion n'en profitent pas tous de la même façon. Je crois que c'est aussi lié après à l'intérêt que chacun porte. Or, l'entretien individuel, c'est encore une fois la singularité du parcours. Ce que je cherche à promouvoir. Merci Monsieur Chapiron. Alors effectivement, les grandes promotions, c'est le fait des instituts de formation sur infirmiers, mais pas que. Alors peut-être Madame Le Doyen pour la faculté de médecine ou même configuration, des grandes promotions aussi. Pour les facultés de médecine, alors nous à Reims, nous avons des promotions de 250. Vous voyez, nous sommes très très loin là du modèle des petits groupes. En plus, je tiens à préciser que les hospitalo-universitaires, qui sont les encadrants en médecine ou les formateurs en médecine, ont juste cette triple mission de soins, de formation et de recherche. Et ils ne sont pas plein temps pour la formation. Ce qui veut dire que moi, j'ai peut-être un message à passer. Le premier, c'est qu'il faut absolument développer la prévention, comme on en a parlé ce matin, vraiment porter la prévention, et notamment en santé mentale, sur le bien-être. Donc nous aussi, nous avons des ateliers bien-être, et c'est ouvert en fonction un petit peu du ressenti de nos étudiants. Mais mon message principal, c'est certainement de demander à tous, vraiment étudiants, enseignants, formateurs, administratifs, d'être attentifs à celui qui est à côté, à celle qui est à côté de lui. Parce que, à nouveau, on sait que nos étudiants n'osent pas venir nous dire qu'ils vont mal, n'osent pas se l'avouer. Et qui d'autre à ce moment-là que la personne qui est à côté, qui s'en aperçoit, qui d'autre que cette personne peut nous alerter. Et nous, à ce moment-là, nous allons chercher l'étudiant en difficulté, nous l'accompagnons. Encore faut-il qu'on le sache. Et vraiment, c'est à nous de faire vraiment cette promotion qu'il faut prendre soin des autres et nous avertir tout de suite pour que nous fassions vraiment le travail nécessaire. Merci de rappeler l'importance du repérage. Merci de rappeler cette importance. Et effectivement, ce repérage est l'affaire de tous. Pas forcément besoin d'avoir une spécialité en psychologie ou en psychiatrie, mais d'être la première porte d'entrée, le premier contact pour ensuite orienter ces étudiants vers le bon professionnel. Merci. Madame Buya, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, non, je voulais revenir sur la question des grosses promotions, et effectivement mettre en évidence qu'on a au niveau régional beaucoup développé le nombre de places de formation depuis 2019 pour essayer de répondre aux besoins aux professionnels et à la pénurie, et notamment sur le métier d'infirmier où on a déployé près de 800 places supplémentaires depuis 2019, ce qui fait que à la rentrée de septembre, 3500 places seront proposées en première année sur l'ensemble de la région,
ce qui fait qu'on a des instituts avec des grosses promotions, mais que l'objectif, il n'est pas non plus de faire de la masse, mais de faire du qualitatif, et que dans le cadre des missions de la région, il y a le financement des établissements de formation, et que, de fait, les moyens financiers qui sont dédiés à chacun des instituts est dimensionné en fonction de la taille des promotions, et que sans s'être concerté, c'est vrai que on a pour objectif de pouvoir mettre à disposition, que les instituts puissent avoir en gros un formateur pour un groupe d'une vingtaine d'étudiants pour pouvoir rester dans des niveaux d'accueil et d'accompagnement qui soient satisfaisants et qui permettent de pouvoir aussi quand même essayer de pouvoir identifier les situations difficiles quand il y en a. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons une autre question ? Oui, je voulais revenir sur le glissement de tâches, Madame Le Doyen, que vous évoquiez tout à l'heure dans les hôpitaux. Et vous preniez à titre d'exemple les internes qui prennent la tension artérielle. C'est très juste. Pour autant, aujourd'hui, on voit les infirmiers de pratique avancée qui arrivent sur le terrain, tant en libéral qu'à l'hôpital. On voit l'accueil de certains syndicats médicaux face à l'arrivée de cette nouvelle profession. Ma question est donc simple. Comment aujourd'hui on accompagne les futurs médecins au mieux travailler ensemble, c'est-à-dire travailler avec ces nouveaux métiers. Je crois qu'aujourd'hui, donc les anciens médecins, infirmiers, paramédicaux sont un peu pas démunis, mais en tout cas perdus dans cet écosystème complexe. Aujourd'hui, finalement, est-ce qu'à la faculté, on leur en parle ? Est-ce qu'on apprend finalement à travailler ensemble ? Merci de me donner la possibilité de dire qu'effectivement, au sein de nos formations médicales et paramédicales d'ailleurs, nous apprenons à nos étudiants le aller vers, travailler avec. Et c'est pour ça que nous développons actuellement vraiment une formation à la compétence et au bien-être et au savoir-être. Ce qui veut dire que pendant ces exercices de simulation, entre guillemets, nous mettons ensemble les futurs médecins, les futures sages-femmes, les futurs infirmiers, de façon à ce que vraiment ils puissent échanger. Et nous avons une formation de comportement vis-à-vis des autres que nous n'avions pas jusqu'à présent. Et j'espère que ça va commencer à porter ses fruits. Et vraiment, moi, j'insiste sur le fait que chacun doit se sentir en responsabilité d'accompagner, d'aider les autres pour que chacun nous sentons bien, comme on l'a dit depuis ce matin, dans notre métier de tous les jours. Mais c'est aussi à l'ensemble là des formateurs de pouvoir délivrer les messages, mais je vais quand même un petit peu dire que sur le plan sociétal, nous avons un problème, parce que vous avez peut-être réussi, monsieur, à rendre les cours obligatoires. Eh bien, nous, ça fait longtemps qu'en médecine, nous n'avons pas réussi à faire venir nos étudiants en cours. Nous n'avons plus le contact direct. Et en plus, avec la pandémie Covid, il y a eu tout le distanciel qu'on continue d'ailleurs à promouvoir parce que c'est plus simple, qui nous est demandé par nos étudiants. Ce qui veut dire que le lien est distendu et les messages sont difficiles aussi à faire passer. Donc on a cette difficulté à la fois de s'adapter à l'évolution actuelle des mœurs, je dirais, tout en gardant une proximité, mais sans avoir la continuité de notre discours, de notre accompagnement, voire de notre formation. Merci Madame Femme. Monsieur Chapiron. Très rapidement sur la question du travail ensemble, je crois que ce qui est assez compliqué à faire passer, quel que soit le dimensionnement d'une équipe, c'est de faire comprendre aux étudiants, moi je vais parler dans mon domaine, qu'on ne choisit pas ses collègues de travail. Et que ne les choisissant pas, il faut malgré tout avoir une qualité du travailler ensemble, parce que si on ne l'a pas, le premier qui va en pâtir, c'est le patient. Et donc, c'est un exercice très compliqué de dire vous choisissez les gens avec qui vous allez boire un coup sur une terrasse de café, mais vos collègues de travail, vous ne les choisissez pas, et pourtant, il y a une obligation d'objectifs partagés pour un résultat porté ensemble.
Et ça, j'ai envie de dire, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, dès lors qu'on travaille ensemble, il faut bien intégrer ce mécanisme-là. Merci beaucoup. Une autre question ? Bonjour, merci pour ce partage. Je suis médecin urgentiste au CHR Metz-Thionville, une profession qui est ravagée, hein, vous le savez tous. CHR Metz-Thionville limite les entrées effectivement maintenant aux urgences. C'est une profession extrêmement difficile et la jeunesse est démissionnaire et à juste titre parce que c'est dur. Et la relation soigné-soignant, soignant-soignant est extrêmement difficile. Alors j'ai commencé il y a longtemps, en 2005, et franchement j'ai connu une belle médecine pendant les 5 premières années de ma vie. Même si je communiquais de manière maladroite, ça passait quand même, honnêtement. Aujourd'hui, on n'a plus le luxe de communiquer maladroitement, parce qu'il y a des tensions telles qu'on doit on doit choisir nos mots pour communiquer. Et je suis quand même rassurée parce que j'ai quand même pas mal de... Alors, je suis toujours très optimiste, j'aime bien tirer les équipes vers le haut. Ça ne veut pas dire que je suis sortie indemne, en fait, de tout ça, parce que j'y ai perdu des plumes également. Je n'ai pas encore démissionné, je suis encore là. Mais peut-être qu'un jour... cependant, la communication est un vrai besoin et vous savez qu'elle fait partie maintenant des ordonnances en fait pour les certifications. Et j'en ai mis en place pas mal, des formations soignants-soignés, l'abord du patient agressif. Le patient agressif, c'est juste quelqu'un d'anxieux. À la fac de médecine de Nancy aussi, il y a un certain nombre de formations. Et je pense que c'est compliqué parce que les jeunes veulent d'abord avoir les moyens techniques, veulent techniquer d'abord avant d'améliorer la qualité relationnelle. Et c'est extrêmement difficile en fait de leur faire prendre conscience, mais je vois quand même qu'il y a un changement des mentalités parce que je suis un peu la référente des formations communication dans le service et les jeunes viennent me voir en me disant j'aimerais avoir une formation pour pas me faire agresser. Et donc il y a un changement de paradigme, mais on le voit chez les jeunes, pas chez les vieux. Je me considère comme vieille. Mais c'est extrêmement difficile et je vous rejoins, la prise de conscience de ma souffrance personnelle, on est dans le déni. J'ai perdu beaucoup de collègues qui sont en longue maladie. Il y a eu des suicides dans mon entourage. Et c'est extrêmement dur à vivre, c'est des psychotraumas. Et avoir conscience, et je pense qu'il faut donner de l'information sur le psychotrauma. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans SPS, j'anime une table ronde tout à l'heure. J'ai plein de choses à dire encore. Mais SPS, en fait, je suis d'accord que pour certains c'est un pansement, mais ça permet en fait de libérer la parole, ça permet de faire des formations, de prendre conscience de sa propre souffrance et de ne pas être seul, parce que quand on va mal, on est isolé. Et aujourd'hui, la communication dans les équipes aussi, elle est en difficulté parce que quand les équipes vont mal, en fait, tout le monde se tape dessus. Les infirmiers en veulent aux médecins, les médecins en veulent aux paramédicaux, et en fait, ça crée une vraie scission, alors qu'en fait, il faudrait juste communiquer correctement entre nous. On a tous le même objectif. Et je vous remercie parce que ça permet de relever un peu tout ça et d'avoir en fait une direction pour améliorer les soins. Merci. Merci pour votre témoignage, Madame Bénichou. Alors, merci à vous d'abord d'être là. En tout cas, Madame la doyen, franchement, je trouve ça super. Monsieur Ladlifsi, franchement aussi formidable ce que vous faites. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on sortira, parce que l'objectif c'est d'agir, on l'a dit depuis ce matin. On sortira si effectivement on arrive à sortir uniquement de la technique, comme l'a très bien dit Nazmine, et d'aller aussi vers le comportemental, vers la relation à l'autre. Et moi, ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, et c'est ce que je promeux depuis des années, c'est l'attention portée les uns aux autres. C'est une attention portée à soi-même, mais portée aussi les uns aux autres et à ses camarades de travail, en fait. Et on n'est pas des copains tous au travail, ça c'est sûr dans ce que vous venez de dire. Moi, je dis que ce qui nous réunit au travail, c'est l'activité de travail. Et il ne faut pas se tromper là-dessus non plus. Parce qu'il ne faut pas croire qu'au travail, on est là que pour faire un groupe de copains. C'est pas vrai. Et il faut dire les choses de façon claire. On ne dit plus suffisamment clairement le sens du travail et le pourquoi on est là. Donc ça, c'est vraiment essentiel de revenir aussi là-dessus. C'est l'activité de travail qui nous réunit. C'est le fait de soigner les gens. Et donc moi, ce qui me donne de l'optimisme aujourd'hui, c'est de vous voir aujourd'hui, de voir que ça bouge dans la formation initiale. Parce que je peux vous dire qu'à notre époque, et moi je suis encore plus vieille que Nasmine, tout ça n'existait pas. On avait un tout petit peu de psychologie en deuxième année de médecine, mais autant vous dire que c'était, je crois qu'il y avait 10 heures de psychologie, et on était très loin de cet univers-là. Et c'est vrai qu'il ne faut pas le faire trop tôt non plus dans les études, parce qu'ils sont tellement obnubilés par le fait de réussir leurs études sur le plan technique, que ça ne peut arriver qu'un peu plus tard, quand ils ont été confrontés au réel du travail. Donc se confronter à l'activité de travail, au réel du travail,
l'attention portée les uns aux autres, voilà, ça pour moi sont des messages forts et essentiels, et de le faire tout au long de la vie. Alors pardon, je vais être un peu encore provocatrice, Monsieur Gournay, vous avez dit 900 salariés, 900 formations pour 100 000 enfants. 900 études professionnelles, pardonnez-moi. Pour moi, c'est une goutte d'eau, c'est déjà bien. C'est plusieurs millions. Hein. Mais j'entends bien, mais c'est une goutte d'eau pour moi parce qu'on a tellement besoin de former aussi sur ces sujets et le management devrait être une formation prioritaire. Alors, j'ai peut-être pas eu toutes les informations, mais je vous laisserai répondre. C'est juste que j'ai un train et je dois repartir là dans 5 minutes. Mais voilà, donc c'est des éléments très très forts pour moi. Donc merci qu'un doyen vienne aujourd'hui dans une réunion comme ça. Je trouve ça formidable, vraiment. Et continuez, madame. Voilà, c'était un peu ça mon message. Merci beaucoup. Merci beaucoup et j'en profite peut-être pour vous répondre. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est pour dire que nous sommes très très attentifs à la souffrance de nos étudiants. C'est une chose. Il n'empêche que le déni du personnel de soins, du personnel de santé ne doit pas être occulté. Et il ne faut surtout pas accepter que des enfants battus deviennent des parents battus. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que si un médecin, un infirmier, un kiné ne reconnaît pas sa souffrance, il n'ira jamais connaître la souffrance de celui qui forme. Donc, il faut casser ce cercle vicieux, vraiment, et accepter de dire qu'on va mal et accepter de dire qu'on a besoin d'aide. Je vais juste préciser, parce que c'est important. Si on parle de la formation professionnelle continue, l'ANFH, et au niveau de la fonction publique hospitalière, c'est plus de 50% des agents qui partent en formation chaque année. On est à un taux, même on était à 55% avant la crise sanitaire. Donc le nombre de jours de formation, il est important. Et on a réussi à s'adapter aussi avec l'hybridation de la formation. Là, ce que je mettais en avant, c'est juste le principe d'ascenseur social de l'hôpital et d'évolution. Et ça, c'est des chiffres clés de l'année 2022. 900 en Grand Est sur les fonds ANFH. Au niveau national, c'est 22 000 parcours financés. Donc je pense que le bilan national, sinon on ne serait plus là et on va fêter nos 50 ans l'année prochaine. Donc voilà, je pense que dans la fonction publique hospitalière, on a la chance de pouvoir accompagner les professionnels tout au long de la carrière sur la formation continue et aussi sur le développement des compétences et la sécurisation des parcours. Mais les chiffres, il faut les prendre avec précaution. Ce qui est important, c'est plus de 50% des professionnels qui peuvent partir en formation. Voilà. Merci pour ces précisions. Une autre question. Madame Fugère, responsable du service d'accompagnement professionnel et social au CHU de Nancy. Et on a une partie de l'équipe avec nos assistantes sociales et psychologues avec nous. Alors, on accompagne beaucoup de personnes qui sont dans des souhaits de reconversion professionnelle. Reconversion professionnelle choisie ou subie. Subie étant évidemment la situation la plus délicate, avec des ASH et des aides-soignantes qui ont des restrictions médicales fortes, qui deviennent inaptes et pour lesquelles il faut trouver une solution. Donc, dans notre équipe, nous les accompagnons à monter notamment des dossiers de congés de formation professionnelle. Et voilà, je voudrais remercier la NFH d'être notre financeur, ça c'est sûr, mais aussi identifier la limite. Aujourd'hui, une aide-soignante qui souhaite se reconvertir, en fait, et passer en congé de formation professionnelle, va perdre beaucoup financièrement. À titre d'exemple, une aide-soignante qui gagne 1 900 € par mois net pendant sa formation, alors elle a la chance d'être financée, passe à 1 200, 1 300 €. Ce qui fait que d'emblée, c'est souvent un frein aussi à la reconversion. Et donc, j'espère qu'à terme, évidemment, il y ait une évolution pour aider, pour prendre soin de nos soignants qui ont déjà beaucoup de difficultés à faire le deuil de leur métier, parce qu'ils l'ont choisi et qu'ils l'aiment, mais aussi parce qu'effectivement, pour des raisons de santé, parfois induites évidemment par la vie professionnelle, ont besoin d'être accompagnés. Et effectivement, voilà, j'espère qu'à terme, ces congés de formation professionnelle soient mieux rémunérés. Je vous remercie pour votre intervention et votre question. C'est vrai que
Alors, il faut savoir, sur les reconversions professionnelles, il n'y a pas que le CFP, hein, le congé de formation professionnelle, je l'ai mis en avant. Le congé de formation professionnelle, c'est un dispositif qui n'est pas que pour la reconversion, mais il répond quand même à un besoin qu'on a dans notre secteur. Et c'est vrai que malgré le Ségur de la santé, qui a revalorisé les salaires, qui a fait évoluer les catégories, donc qui a permis un certain nombre d'évolutions des professionnels, la réglementation sur le CFP n'intègre pas les différentes primes. Et donc, il y a une perte de salaire. Vous savez que la NFH, comme c'est une structure paritaire, a écrit au ministère, et je le redis à l'ARS, nous, on demande une évolution réglementaire, parce qu'il y a une réglementation qui fixe les règles de prise en charge, parce que c'est un dispositif national, des règles de prise en charge dans le cadre du CFP. Et on souhaiterait, alors j'ai peut-être pas maintien de 100% des primes ou des variables de rémunération, mais c'est sûr quand vous avez une perte de 200, 300, voire 400 €, c'est un frein au départ. Par contre, ce qui est important, et j'envisageais pas d'en parler ce matin, mais je vais quand même en parler, c'est qu'au niveau Grand Est, au niveau de la NFH, et on en reparlera avec l'ARS, on est très attentif, et ça a été partagé au niveau de nos instances régionales, sur les problématiques aussi de reconversion professionnelle. Donc on va déployer à compter de l'année prochaine, alors on va dire tout le monde demande que ça soit tout de suite un dispositif qui fonctionne très bien dans le Hauts-de-France, qui est ce qu'on appelle RECOPRO, qui est un dispositif d'accompagnement des professionnels, et on en reparlera avec SPS et aussi le FIPHFP, hein, le Fonds pour l'emploi des personnes handicapées, qui est pour des agents qui sont en situation, qui rencontrent des problématiques de santé au travail, donc qui ne sont pas forcément reconnus handicapés, de proposer un accompagnement collectif et individuel vers la construction du projet professionnel, avant le départ en formation, qui associe l'employeur, l'agent et la NFH et aussi les services de prévention. Parce qu'il faut faire le deuil de l'ancien métier, il faut construire un projet qui puisse s'inscrire dans la durée, et quand on est soignant, c'est pas évident de se projeter sur un nouveau métier. Et en parallèle aussi, on intègre, parce qu'il y a des nouveaux textes qui sont sortis, mais c'est un peu technique, qui prévoient aussi, et on le fait, des périodes d'immersion professionnelle dans d'autres environnements, qui peuvent être dans l'établissement ou hors établissement. Et donc, prendre soin des soignants, c'est aussi avoir un dispositif peut-être au niveau régional, et peut-être national à terme, mais je sais que j'ai présenté ça, et nous, on aura des fonds du FIP, mais ça ne sera jamais suffisant, parce qu'on sait qu'il y a un volume important d'agents accompagnés, de venir en appui des directions et des ressources humaines pour avoir un parcours sécurisé dans le parcours de reconversion et après de voir la meilleure solution de financement. Parce que le CFP, ce n'est pas la seule solution. Il y a aussi les plans de formation. Les plans de formation, il n'y a pas de baisse de rémunération. Et il y a aussi des dispositifs de financement via les ARS. Voilà. Donc le CFP, il est souvent mobilisé parce que c'est un droit individuel. Mais il y a d'autres possibilités de formation et on a beaucoup d'agents, il faut le dire, hein, qui sont dans leur parcours professionnel, qui ne pourront pas continuer à exercer leur métier. Donc il faut les accompagner vers un autre métier qui peut rester dans les soins ou autour des soins, avec un parcours sécurisé et aussi au niveau psychologique, hein, et psychique. Hein. Et je pense que là, on est en train de travailler sur un projet régional qui sera déployé. Voilà, et ça a été validé au niveau des instances régionales de la NFH là, début juin. Et on va proposer ça à l'ensemble des acteurs hospitaliers en 2024. Merci beaucoup. On a peut-être le temps pour une dernière remarque ou une dernière question. Bonjour, donc moi je suis Valentin, je suis un étudiant infirmier au lycée de Bar-le-Duc. Je tiens à dire que j'étais aide-soignant à Chambéry et j'ai dû aller sur Parcoursup pour demander de faire infirmier, parce que l'hôpital a refusé de me financer. Et je trouve que quand on parle de psychologie de l'étudiant, est-ce que c'est vraiment... Je trouve que c'est un impact de faire 500 km, de déménager de 500 bornes pour aller faire ses études. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas sur Parcoursup, il n'y a pas un entretien supplémentaire pour la motivation des personnes qui voudraient faire ce métier. Parce qu'il y en a qui viennent qui y voient de la lumière, en fait. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais il y en a, ils viennent comme ça, ils disent allez, tiens, je vais faire ça. Et pourquoi il n'y a pas cet entretien pour sélectionner plus facilement? J'aurais pu être pris à Lyon, à Grenoble, mais non. Donc on parle de psychologie, mais ça me paraissait important. Il n'y a pas vraiment de questions, pas forcément de solutions, mais je ne comprends pas Parcoursup en fait.
Bien, je pense qu'il est temps de clôturer. Je vais quand même essayer d'apporter quelques éléments. Je crois qu'on est nombreux à avoir quelques regrets, on va dire historiques, parce que l'ère de l'entretien, de la rencontre préalable à la formation était quelque chose de très, très, très important. Et je rappelle qu'avant les inscriptions à Parcoursup, le rayon de candidature était généralement très territorial. Alors là, nous avons fait une enquête assez intéressante sur la Lorraine concernant les décrocheurs, et on se rend compte, parce qu'on partait quand même de l'a priori, que décrocher ceux qui venaient de très loin, c'est pas tout à fait confirmé. Donc, tout le monde a entendu aussi le fait que, notamment la problématique Sud-France, où il faut avoir des dossiers de terminal assez brillants pour pouvoir rentrer. Et une fois qu'on a passé la ligne Lyon-La Rochelle, dont Bar-le-Duc, c'est un petit peu plus facile. Donc, charge aussi aux candidats dans Parcoursup de noter leurs vœux. Donc, il y a des candidats qui, c'était pas votre cas, mais notent Bar-le-Duc sans même savoir où ça se trouve et espérant peut-être que ça soit du côté de la Bretagne. Eh ben non. Donc, on a des situations comme ça qui sont un petit peu surprenantes. La question de l'entretien, pour moi, elle porte pas tant sur la question de la provenance, parce que je reste persuadé qu'au moment de l'inscription, il appartient à tout un chacun, même à 18 ans, avec ses parents, de faire une petite étude et de s'assurer de qu'est-ce que je demande, avec tous les effets négatifs. Alors, je sors de la certification Calliope. Je peux vous dire que le premier élément que vérifie le certificateur, c'est la densité de communication via les réseaux sociaux, via les sites, pour que, même si on est dans les DOM, on sache exactement ce qui se passe à Bar-le-Duc. Donc, il y a de l'information. Par contre, l'entretien, pour moi, il avait un autre atout. C'était de pouvoir, et on est sur la thématique du soin aux soignants, de pouvoir identifier des situations de santé. Et je sais que moi, dans mes jurys, j'intégrais à l'époque un psychologue clinicien qui permettait non pas de faire du diagnostic, c'était pas ça le propos, mais je veux dire de pouvoir identifier dans le cadre d'un entretien vraiment la zone de fragilité. Aujourd'hui, il n'y a plus de filtre. Et nous avons un nombre conséquent d'étudiants qui sont victimes de décompensation psychiatrique, qui nécessitent des expertises et autres, parce qu'on n'a pas pu les identifier en amont. Voilà. Donc, Parcoursup, on peut être très critique, on est sur la 3e année, on verra ce que ça va donner. Peut-être que les choses évolueront aussi. Aujourd'hui, c'est étude de dossier. N'oublions pas quand même que la formation est universitarisée, que les accords de Bologne nous ont ouvert quand même des autoroutes vers l'Europe. C'est un atout. Peut-être que le contre-pied, c'est cette sélection via Parcoursup. Après, il y a toujours autant d'étudiants brillants. Il y en a autant que ce qu'il y avait avant par des autres modes de sélection. Merci beaucoup. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on a encore un petit peu de temps pour une question ou deux. Il y a des questions. Bonjour. Ça va ? Oui, c'est bon. Bonjour. Donc, c'est pas tellement une question. Moi, je suis docteur Scarfone, je suis médecin du travail dans un établissement de soins. On a très peu parlé des médecins du travail depuis le début de cette intervention. Ce sont quand même des interlocuteurs privilégiés des salariés et des soignants dans les établissements de soins. On est aussi formé au risque professionnel. Il y a quelqu'un qui disait qu'aucun médecin n'est formé au risque professionnel. C'est notre cœur de métier. Je voulais aussi faire part de la formation que vous connaissez peut-être, qui est la formation au premier secours en santé mentale, qui aide aussi les soignants notamment à pouvoir repérer des collègues qui seraient en difficulté, avoir une hiérarchisation aussi dans l'état d'avancement de la souffrance, faire aussi, du coup, donner des outils aussi dans leur relation avec les patients, l'agressivité, etc. Et voilà, ce sont des formations qui sont de plus en plus déployées, et notamment dans les établissements de santé. Et je pense que c'est peut-être intéressant aussi comme perspective. Voilà. Merci.
Merci beaucoup pour votre témoignage qui est vraiment important. C'est vrai qu'on sous-estime parfois l'importance de la médecine du travail. Et merci pour votre retour. Une autre remarque, une autre question? Vous avez faim? Oui, bien sûr. J'abuse pas de votre temps. Par rapport à votre intervention, moi je tenais vraiment à remercier les médecins du travail lorsqu'ils existent. Et lorsqu'on travaille avec eux, je travaille avec un médecin du travail qui est fabuleux. Je veux dire, qui est hyper disponible, qui rencontre nos étudiants. Alors, ok, on a fait des conventions parce qu'il faut parler à un moment ou à un autre d'argent, mais on est bien au-delà de ça. On est dans la réactivité immédiate. Tout à l'heure, dans mon propos, je disais qu'une de nos grandes difficultés, et qui plus est en ruralité, parce qu'on n'a pas du tout de maillage structuré quand on est à Bar-le-Duc. Hein. Et quand on est à Verdun, c'est pas mal. Les quais de Londres sont magnifiques. Mais je veux dire, on est à 1h30 de Nancy. Donc ça pose quand même une grosse problématique. Et quand on a la richesse d'avoir un médecin du travail, on le protège. En tous les cas, merci pour votre engagement auprès de nos étudiants. Très bien. Eh bien, moi aussi, je vous remercie d'avoir répondu à nos sollicitations. Merci pour la qualité de vos interventions. Parce que ça nous permet de nous rendre compte que finalement, prendre soin de ceux qui nous soignent, c'est aussi l'affaire de ceux qui nous forment. Et merci beaucoup pour la qualité de ces échanges et pour la qualité du travail. On a beaucoup de plaisir à travailler avec vous au quotidien. Je vous en remercie énormément. Question technique, c'est la pause repas, vous l'attendiez. Elle va se faire au premier étage. La reprise se fera à 14h. Merci beaucoup.